Donc en fait, je suis allé un peu à l'arrache, honnêtement, en plomberie, en me disant, je vais essayer. Sauf que j'avais 23 piges. Donc pour trouver une entreprise quand t'as 23 ans, c'est compliqué. Tu sais, j'étais d'un milieu, j'avais fait du privé en primaire, machin. Tous les potes, ils étaient banquiers, avocats, machin. Et ils m'ont tous dit, ouais, mais enfin, tu sais, c'est quoi ta passion? Ça va être de déboucher les chiottes. Du coup, ils m'ont un peu rayé, tu vois, du cercle. Si c'était un sous-métier, quoi. J'ai envoyé 230 lettres de motivation, toutes personnalisées avec le plus bipostage pour pas me faire chier, etc. J'ai eu 0 réponse. J'avais pas de boulot. Je me suis inscrit à Bilic, j'ai commencé le 1er janvier. À la fin du premier mois, j'avais fait 000 € de chiffre d'affaires. Et là, mais je tombe des nues et j'ai peut-être 7-8 personnes qui me contactent et qui me disent « Ouais, si tu t'es mis à ton compte, on a un petit appart qu'on vient d'acheter, qu'on veut retaper. » Et dès le mois de juin, du coup, j'ai bossé. Ce qui fait qu'on va pouvoir s'en sortir, c'est la qualité du boulot et le service. Et quand tu commences à avoir des gens qui gueulent parce que le service est pas bon, c'est un cercle, hein, ça fait de la mauvaise pub pour ta boîte. Mais c'est surtout profiter de tes enfants et de ta famille. Ma femme, elle a pas fait un gosse pour se retrouver toute seule à 24, tu vois. Bienvenue dans Bâti Légende, le podcast qui part à la rencontre des entrepreneurs du bâtiment au parcours inspirant. Je suis Eddy Marinier, le fondateur d'Interfast, et j'ai à cœur de partager des histoires qui motivent ceux qui rêvent de se lancer ou de faire grandir leur entreprise. Si vous avez, vous aussi, des rêves et l'envie de les réaliser, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, je vous présente Romain Finet, dirigeant de l'entreprise TPF Plomberie à Grenoble. Romain est un véritable exemple de persévérance. J'ai eu le plaisir de discuter avec lui et de partir à sa rencontre pour qu'il nous raconte son parcours, son amour du bâtiment et comment il allie sa passion pour l'aviation à sa vie d'entrepreneur. Ce podcast est une plongée dans la vie d'un homme aux multiples talents qui inspire par sa détermination. Allez, c'est parti. Salut Romain, merci d'avoir accepté l'invitation sur le podcast. L'idée c'est que tu parles un petit peu de ton parcours. Comment est-ce que tu en es arrivé où tu en es aujourd'hui? Déjà, si tu peux commencer par te présenter. Romain Finet, société TPF à Grenoble, Romain le plombier sur les réseaux, patron d'une entreprise de plomberie chauffage dans la région grenobloise. Et on est, avec moi, ça fait 8 personnes, voilà. Et la boîte existe depuis, c'est la 10e année. Donc encore une fois, l'idée là, je vais te poser plein de questions. J'ai envie d'en savoir un peu plus sur toi. Ouais, bien sûr. D'ailleurs, c'est une interview qui n'est pas du tout préparée. Tu connais aucune de mes questions et non. Rien préparé. non, il n'y a rien de préparé, mais préparer des gros pièges en tout cas. Tu m'as dit que tu voulais connaître mon parcours. Non, attends, c'est moi qui pose les questions. Ok, mais tu fais avec des questions, ça roule. Non, mais déjà, est-ce que tu peux me partager t'as quel âge? J'ai 41 ans. Tu fais plus jeune. Ouais, mais là c'est pour ça que je garde la barbe, tu vois. C'est pour ça que je me rase pas, c'est pour pas qu'on me dise bonjour jeune homme. Parce que souvent quand j'arrivais sur les chantiers, on prenait mes salariés pour le patron et moi pour l'apprenti, quoi. Sérieux? Ah ouais, j'y ai eu le droit plusieurs fois. Comment tu réagis? Oh bien, je m'en fiche. Je les laisse faire comme ça me permet de récupérer des pourboires, des fois c'est cool. Je suis déjà reparti avec 50 balles de pourliche, parce que du coup ils donnaient, si c'était le patron, ils auraient jamais rien donné. Et du coup, 41 ans, t'as grandi où? 41 ans, pur grenoblois. J'ai grandi à 500 mètres d'ici, j'ai fait mes études à côté et j'habite pas trop loin de la maison là, tu vois, on va pas trop loin. Tu disais t'as fait des études là, t'as fait quoi comme études? Je fais un parcours de con, moi. À l'époque, j'étais sportif de haut niveau en foot, donc j'ai passé un bac S. Je suis parti pour faire une prépa, mais c'était pas fait pour moi, donc je me suis retrouvé à la fac. J'ai commencé un DUG MIAS, maths informatique appliquée aux sciences. C'est pour faire des IUP MIAGE, maths informatique appliquée à la gestion, ingénieur informatique, des trucs comme ça. Bref, c'est les ratés de prépa qui finissent, tu vois, pour aller faire ingénieur à la fac. Non, j'étais parti pour faire ça, et puis ça m'a gonflé en fait. J'adorais l'info, mais j'avais pas envie d'en faire mon métier, de rester derrière un ordi toute la journée. Donc je suis parti en STAPS pour faire kiné. STAPS, fac de sport. Ouais, comme j'avais le statut sportif au niveau, je m'étais dit je vais y arriver, ça va être facile, etc. Mais j'ai terminé dans les listes d'attente pour rentrer en kiné. Je me suis dit je vais aller en 2e année, ça sera bien. Du coup, 2e, 3e année, j'ai fait que faire la bringue. Donc je me suis rendu compte pendant la 3e année que j'allais pas faire prof de sport, j'allais pas faire kiné. Et il me restait quoi? Tu mec, t'arrives à la fac, t'as 23 ans, dis qu'est-ce que tu vas foutre? L'été, je bossais souvent dans le bâtiment, mais à faire de la démolition. Démolition à l'explosif, etc. Je me suis dit, je vais aller voir là-dedans. Je voulais aussi faire de la coiffure, parce que mon père était coiffeur. Et quand j'ai dit à ma mère que je voulais faire coiffeur, c'était peu après le décès de mon père. Et je lui ai dit, je vais faire coiffeur comme papa, je vais reprendre le salon de coiffure et tout. Et du coup, ma mère, elle m'a dit, mais si tu veux faire ça, t'as qu'à faire plombier du temps que tu y es pour gagner de l'argent. En fait, j'avais pas du tout pensé à plombier. Gagner de l'argent, honnêtement... C'était le cadet de mes soucis, je voulais juste faire un truc qui me plaisait. Et en fait, je voulais un truc où je puisse un peu utiliser quand même les études scientifiques que j'avais fait. Et maçon, pas trop. Peintre, mes études scientifiques, elles me servaient pas à grand chose. Et je détestais la peinture, accessoirement. Électricien, ça m'intéressait bien, mais je me disais que la partie informatique, domotique que je savais faire, ça allait être compliqué à mettre en œuvre parce qu'il fallait avoir le marché et tout. Donc en fait, je suis allé un peu à l'arrache, honnêtement, en plomberie, en me disant, je vais essayer. Sauf que j'avais 23 piges.
Donc pour trouver une entreprise quand t'as 23 ans, c'est compliqué. Donc d'ailleurs, je dis bien aux gens, ne lâchez pas parce que moi j'ai 41 maintenant et je suis à mon compte depuis 10 ans. Et si j'écoutais en fait ce qu'on m'a dit au début... Quand t'avais 23 ans ? Ouais, j'ai perdu tous mes potes. Pourquoi ? Ouais, mais ta passion, c'est quoi ? C'est de déboucher des chiottes. Tu sais, j'étais d'un milieu, j'avais fait du privé en primaire, machin. Tous les potes, ils étaient banquiers, avocats, machin. Et ils m'ont tous dit, ouais, mais enfin, tu sais, c'est quoi ta passion ? Ça va être de déboucher les chiottes. Du coup, ils m'ont un peu rayé, tu vois, du cercle. Tous les gars avec qui on sortait tout le temps, Comme ça. si c'était un sous-métier, quoi. Ah, c'était un sous-métier, hein, clairement. Mais c'est le problème de l'école. Hein. On en a souvent parlé avec Laurent Jacquet, avec qui j'ai travaillé. Le bâtiment, c'est dévalorisé. C'est très compliqué. Les profs, dès le collège, te disent, de toute façon, si t'es nul à l'école, tu finiras dans le bâtiment. Alors qu'en fait, franchement, c'est un métier où on s'éclate tous les jours. Je dis pas que c'est un métier qui est pas fatigant, hein, parce que je pense qu'à 50 piges, t'es 10 fois plus fatigué que n'importe quel gars dans un bureau. Mais par contre, c'est un métier qui est passionnant. Il n'y a pas un jour où je fais la même chose. Alors, j'ai des emmerdes tous les jours, oui. J'ai des emmerdes tous les jours, surtout là, en gérant une boîte. Mais par contre, c'est valorisant, quoi. Tu fais quelque chose de tes mains, tu crées quelque chose. Puis t'apportes... Je dirais, à la différence de certains métiers, c'est pas pour dévaloriser, mais d'un électricien, par exemple, il n'y a pas la même relation vis-à-vis des gens. C'est-à-dire qu'un électricien, les gens, quand tu vas chez eux, ils considèrent que l'électricité, c'est un dû, quoi. T'as un appart, tu dois avoir les lecs. Quand t'apportes le chauffage, quand t'apportes la clim, quand t'apportes une salle de bain, t'apportes du confort. Et du coup, c'est pas le même statut vis-à-vis des gens. Je trouve que c'est pas pareil. Donc t'as 23 ans, tu prends la décision, t'en parles à tes potes et tout, qu'est-ce qui se passe là ? Tu fais quoi du coup ? Tu trouves un patron ? Alors je cherche un patron. À l'époque, tu sais, j'avais fait de l'info. Donc du coup, je suis allé sur Calibat. J'ai récupéré la liste des entreprises qui étaient Calibat. Tu sais, Calibat, c'est un organisme qui définit les entreprises qui sont certifiées. Pas les meilleures, mais les entreprises sont certifiées et tout. J'ai pris la liste des entreprises, j'ai fait un publipostage avec un tableau Excel, machin. J'avais fait un publipostage. J'ai envoyé 230 lettres de motivation, toutes personnalisées avec le publipostage pour pas me faire chier, etc. J'ai eu 0 réponse. Mais quand je te dis 0 réponse, j'en ai pas eu une. C'est-à-dire que j'ai aucune entreprise qui a répondu. Là, on était du coup au mois de mars, et je dis, tiens, je vais essayer une, mais elle est à 40 bornes de Grenoble. Une boîte qui faisait que du neuf. J'ai envoyé pareil, lettre de motivation, machin. Ils m'ont répondu, et ils m'ont dit, on est OK pour vous prendre, par contre, on veut vous prendre en 2 ans. Parce que là, c'était pour faire... CAP. Ah, non, un CAP. CAP en alternance. Okay. Un CAP thermique, installateur thermique, pour faire chauffagiste. Je voulais le faire en 1 an, parce que comme j'avais le bac, je pouvais le faire en 1 an. Sauf que en fait, l'entreprise voulait me prendre en 2 ans. Donc du coup, j'ai signé mon contrat en 2 ans. Et puis, de fil en aiguille, la boîte, elle a coulé durant l'année. Bref, j'ai passé mon diplôme en candidat libre, je l'ai eu. Et après, j'avais déjà à la base le projet d'être à mon compte. Clairement, si j'avais arrêté les études pour aller faire un métier dans le bâtiment, j'avais pas envie de rester juste salarié. J'avais envie d'être mon propre patron et de... J'y vais depuis le début, quoi. J'ai toujours voulu faire ça. Peu importe là où je serais allé, je pense que j'aurais fait ça. Je le ferai pas toute ma vie, mais à l'époque, j'avais envie de le faire. Et tu sais, à cet âge-là, t'as des étoiles plein les yeux. Tu te dis, ah putain, je vais faire ça. Pas tout le monde qui a envie d'être entrepreneur. J'avais envie de faire ça et voilà. Et mon père était artisan, j'avais envie de le faire. Donc je me retrouve à aller dans cette boîte qui a plus de 40 bornes de Grenoble. Donc je me tape le train tous les matins à 6h, je rentre à 19h. Enfin tu vois, je suis fracassé la première année. J'ai mon diplôme, et puis là, à Grenoble, on avait une entreprise qui s'appelait Roussin et Fils, qui bossait mais super bien, une entreprise qui était une super réputation, et qui faisait du chauffage mais à l'ancienne, avec des coudes à épousement, du sable, tu vois, des cintrages au sable, des trucs vraiment qu'on trouve pas de partout. Je connais même pas le cintrage au sable. Et tu mets du sable dans ton tube, tu le chauffes et tu fais les formes que tu veux. Bref, ça se fait plus trop, mais avec moi, j'avais passé 1 année à faire du neuf dans une entreprise. J'aime autant te dire que, à part tenir un perfo, planter 2 clous, etc., j'avais pas appris grand chose, mis à part à l'école. Parce qu'à l'école, ils m'avaient adapté mon emploi du temps et j'avais quasiment que de l'atelier. Donc du coup, j'ai beaucoup progressé en cours particuliers à l'école. Faut savoir qu'à la base, moi, je sais pas planter un clou, ni une vis et un truc. J'allais faire le jardin avec mes grands-parents, je suis un bosseur. Mais je suis pas un bricoleur. Mais vraiment pas un bricoleur. C'est-à-dire que je coupais pas un truc, je faisais pas la tapisserie, je mettais pas un clou, je me tapais sur le doigt, tu vois, voilà, j'étais pas un bricoleur. Mais ça s'apprend. Voilà, faut pas désespérer, ça s'apprend. Donc je me suis retrouvé dans cette boîte et je suis allé demander à la boîte qui était à Fontaine, la Roussin, qui faisait que du haut de gamme, que des belles prestats. Je lui ai dit, écoutez, moi je veux travailler chez vous. J'ai envie d'apprendre chez les meilleurs, donc j'ai envie d'apprendre chez vous. J'ai 24 ans. Je sais que je vais vous coûter 80% du SMIC, beaucoup plus cher qu'un apprenti lambda qui va vous coûter 400 balles. Par contre, moi j'estime que dans 5 ou 6 mois, je vais être autonome. J'ai déjà le permis, j'ai 24 ans, donc si je suis là, je sais ce que je veux faire. Donc faites-moi confiance et ça va aller. Donc j'y suis allé au culot. Le mec m'a dit, ok, pas de problème, je vous prends. Et puis de fil en aiguille, au moment où il fallait... signer le contrat, son comptable a dû lui dire combien je coûtais, machin. Et le jour où je me suis pointé pour signer le contrat, il me dit, mais je vous connais pas.
Non. Je te jure, il me dit comme ça, il me dit je vous connais pas. Donc sa femme qui était à côté, un peu mal à l'aise, machin et tout. Mais bref, du coup, je m'énerve un petit peu. Je dis écoutez, moi j'ai quand même démissionné de ce que je faisais, je cherche du truc, je vais être chez vous, voilà. Et le gars me dit non, mais je vous prendrai pas et tout. Donc pourquoi il avait retourné sa veste? je lui coûtais trop cher. Il avait peur que je sois pas assez autonome et en étant patron maintenant, je le comprends. Ouais, mais c'est pas cool de te l'avoir annoncé à la dernière seconde. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est la forme. Mais on s'est expliqué. Bah, voilà, c'était quelqu'un qui était très carré et là-dessus, il m'a fait une crasse. Donc pendant un an, j'étais obligé de bosser parce que j'avais démissionné de mon taf. Donc j'aime autant dire qu'avec un CAP passé en candidat libre et à 24 ans sans aucune expérience, j'aurais pu aller me vendre dans une boîte d'intérim, mais je savais rien faire. T'as bossé où alors? J'ai bossé en livreur, rien à voir. Je vais faire de la livraison pendant une année. Enfin, pas pendant une année, j'ai commencé au mois de juillet, j'ai arrêté au mois d'octobre. D'accord ? Ouais, quelques mois. Ouais. Et au mois d'octobre, en fait, j'ai dit stop, maintenant je cherche une boîte. Donc, et je suis têtu, hein, ça, les gens le savent, j'ai une grande gueule, je suis têtu. Donc, 1er novembre, Toussaint, je dis, bah tu sais quoi, je vais retourner voir Roussin. J'avais fait le tour un peu des boîtes, il n'y avait pas une boîte qui me faisait envie. Ouais, qui a été rachetée, machin, etc. Mais le patron est plus là, mais c'est sa fille maintenant qui est dans la boîte. Et bref, du coup, j'y retourne, fin des vacances de la Toussaint. J'arrive, je me pointe là-bas à 7h du mat, toute la boîte qui était là devant tous les salariés. J'ai dit bonjour monsieur Finet, j'ai envie de travailler chez vous, je veux faire un contrat d'apprentissage pour un BP. Et j'ai dit vous vous rappelez de moi ? Oui, il se rappelait de moi, mais il disait pas trop et tout. J'ai dit par contre, je vous dis, j'ai demandé aucune entreprise, je veux venir chez vous. Et j'ai dit, je vous dis, dans 6 mois je serai autonome. J'ai dit faites-moi confiance, dans 6 mois je serai autonome. Donc du coup, de fil en aiguille, il m'a fait le contrat. Il a accepté de me payer beaucoup plus cher, hein, parce que j'avais déjà un CAP, donc là il fallait me payer plus cher, machin, bref. Donc du coup il a accepté, il m'a pris, j'ai commencé au mois de juillet, il m'a fait commencer avant le mois de septembre. Donc entre-temps j'ai continué à faire des livraisons, machin, à bosser un peu à gauche à droite pour rentrer des ronds. Parce que pendant ce temps-là, ma femme, elle bossait comme caissière à Carrefour. Parce que on pouvait pas. Ah ouais, je suis en couple depuis, je suis vieux moi. Elle en avait 23 ans ou 22 ans. Et bref, elle avait pas encore repris les études. Elle bossait comme caissière et moi j'ai repris les études. Et on avait dit, le jour où moi j'ai mon taf, toi tu pourras reprendre tes études, etc. Donc du coup, on a taffé tous les deux un peu de partout. Et mois de juillet, je commence chez lui. Mois d'octobre, ça se passe super bien. Hein. Mois d'octobre, novembre, il me dit, ouais, non mais là ça va bien. Je te file un camion et je faisais du changement de chaudière, l'installation de salle de bain, mais haut de gamme. Je faisais que du frisqué, que des salles de bain. Tu vois, on faisait des rénovations de maison, des chantiers à 100 000 balles. Des belles rénaux, quoi. Et du coup, il me fait confiance. Bon, je fais des conneries, hein, comme tous les merdeux à cet âge-là. T'as l'impression que tu sais tout faire et puis, puis tu fais de la merde, voilà, ça arrive. Donc, il m'engueule, machin. Puis ça se passe bien, je continue. Puis arrivé au mois de février-mars de la première année de mon BP, je lui dis, vous savez quoi, je vais m'inscrire en candidat libre pour le CAP de plombier, parce que je fais aussi de la plomberie chez vous. Autant que je passe, il me dit bah ouais, c'est une bonne idée. Donc du coup, toi, t'avais le CAP chauffage. Chauffagiste, installateur thermique. Et là, tu voulais faire le CAP. J'étais en BP monteur génie climatique. En gros, c'est une spécialisation de chauffage. Et là, je lui dis bah moi, je veux faire le sanitaire. Comme ça, j'aurai mes 2 CAP. C'est candidat libre, j'ai juste à m'inscrire. C'est jusqu'au mois de juin, il faut qu'il me donne 3-4 jours pour faire les examens. Donc du coup, il me dit ouais, pas de problème, c'est une bonne idée et tout. Puis il commençait de plus en plus à me balancer des chaudières à faire. Sauf que les chaudières, il y a un tubage. À l'époque, c'était des chaudières à condensation. Fallait refaire le tubage. Il y avait, tu vois, tout seul, ça commençait à être chaud. Et je lui dis ouais, ça serait cool d'être avec quelqu'un parce que tous les autres, ils sont en binôme. Il me dit ouais, mais fais un binôme avec un apprenti. Tu restes apprenti et tout. C'est compliqué. Je dis mais par contre, moi j'ai un pote à l'école. Il est super bien. Il est dans une boîte, ce qu'il fait, ça l'intéresse pas. Je pense que si on bosse en binôme tous les deux, on est vachement complémentaires, ça va dépoter. Il me dit ah ouais. Je dis bah écoute, moi je lui en ai parlé, il est chaud pour venir. Il me dit bah bon, je sais pas comment ça se passe. Donc on se renseigne, de fil en aiguille, je le fais rentrer dans la boîte. Et il rentre dans la boîte avec moi, c'est Fabien, c'est mon salarié que j'ai maintenant. Okay. Il est rentré dans la boîte avec moi et on a fait binôme pendant 2 ans, 3 ans. Et en fait, on tombait des chantiers à la même vitesse que des salariés qui étaient là depuis 5-6 ans. Donc du coup, on était payés comme des salariés et plus comme des apprentis. Okay. Parce que du coup, il estimait qu'on était suffisamment rentable pour être payé, avec les primes qui allaient avec, etc. C'était un patron qui était sévère, il était un peu lunatique. Un matin, il était de mauvaise humeur, je ne savais pas pourquoi et tout. C'est pour ça qu'on s'est séparés à la fin d'ailleurs sur une engueulade, parce qu'on était tous les deux sanguins. Mais par contre, c'est quelqu'un qui était carré. Si tu faisais du bon boulot, eh ben, il était reconnaissant et il te disait que tu faisais du bon boulot. Il n'hésitait pas à venir te voir. Alors quand tu faisais de la merde, il n'hésitait pas à arriver avec la disqueuse et à tout couper à 18h et à dire tu refais. Il découpait de... Moi, il m'a niqué sur un chantier, il est arrivé à 17h30. À 17h, on avait fini la journée. Hein. Donc déjà, il est arrivé à 17h, 17h15 à la fin du chantier pour contrôler. Et à 17h15, il a pris la disqueuse et il a tout coupé. J'ai fini à 22h. Parce qu'il fallait remettre l'eau chaude chez les clients, je finis à 22h. J'avais autant dire que l'école de la vie, je me suis dit, dans le bâtiment, c'est tous des connards. C'est quoi cette espèce de truc? Il me prend pour... Donc sur le coup, t'es comme un dingue.
Mais après, en fait, c'est ultra formateur. Et du coup, on a fait binôme avec Fab pendant pas mal d'années. Ensuite, je suis parti dans une autre boîte parce qu'on s'est engueulé un matin. Il me dit, ouais, si t'es pas content, tu prends tes clics, tes claques et tu te casses. J'ai dit, bah, tu sais quoi, je me casse. Et il m'a mis une insulte qui est sortie parce qu'il était sanguin. Et du coup, je lui avais dit, bah, soit tu t'excuses, soit je me casse. Il était autant orgueilleux que moi, donc il s'est pas excusé. Donc je me suis barré. Donc j'ai fini mes chantiers, puis je me suis barré. On est toujours restés potes, hein, on est encore copains. Et quand j'ai besoin de conseils, j'hésite pas à l'appeler. Maintenant, il a vendu sa boîte, mais j'hésite pas à l'appeler. C'est grâce à lui que je fais de la plomberie. Yannick Roussin, je le dis, il n'y a pas de problème. Okay. C'est une belle boîte. On vérifiera les références. Ah, tu peux y aller. Tu peux y aller. Pour moi, c'était la meilleure boîte de la région. Et bref, donc du coup. Fabien, il est resté, lui ? Fabien, il est resté. Encore pendant 2 ans ou 3 ans à se faire la main. Ensuite, il s'est barré dans une autre boîte où j'étais moi aussi. Il m'a rejoint dans la boîte où j'y étais. Donc toi, t'es parti, t'as trouvé une nouvelle boîte ? Moi, je suis parti de cette boîte-là où je faisais que du particulier et du chauffage. Et je suis allé faire de la sous-station de chaufferie, sous du Rotig, des grosses chaufferies. Pareil, loin de Grenoble, à la Ravoire. Je connais pas. Bah, je faisais 1h30 de transport tous les jours, plus 14 bandes de vélo. J'ai fait ça pendant 8 mois, après j'étais mort. Je partais à 5h, je revenais à 20h, j'étais déboîté. Par contre, c'est ultra formateur, parce que j'ai pu voir comment on gérait des gros chantiers, etc. Et puis, essayer de mettre en place des process. Parce que dans cette boîte-là, ils soudaient que au chalumeau. Et moi, je suis arrivé, je leur ai dit, oh, je vais pas mettre 3 semaines à faire, donnez-moi un TIG, et je vais le faire au TIG. Et en fait, on a réduit les temps, on a amélioré. Donc j'ai pu faire un peu de la gestion d'équipe, un petit peu, sans avoir trop de gars, mais gestion d'équipe. Et ensuite, je me suis barré pour aller chez un artisan qui voulait vendre sa boîte, qui faisait des salles de bain clés en main, très peu de chauffage, mais moi j'étais là pour développer un peu de chauffage, et je me suis barré dans cette boîte-là. Au bout d'1 an dans cette boîte-là, on avait besoin d'un coup de main. Du coup, je dis à Fab, ça te botterait pas de venir ? Et puis Fab, il est comme moi, il aime bien apprendre. Donc du coup, quand je lui dis qu'on faisait des salles de bain clés en main, du carrelage, ah putain, trop bien. Et il a débarqué et il est resté. Honnêtement, c'était chiant. C'est-à-dire que c'était un métier pépère. On attaquait à 8h, on finissait à midi, on rattaquait à 13h. À 14h, on avait fini. C'était les horaires pépères. Donc c'était tranquille et tout. Donc Fab, au bout d'un moment, une fois qu'il en a fait le tour, il m'a dit écoute, je vais aller voir ailleurs, hein, ça me fait pas rêver comme métier. Donc il est parti. Et moi, comme je voulais reprendre la boîte, je suis resté. Donc Fab, il est parti dans une autre grosse boîte avec le chargé d'affaires de Roussin. Bref, on s'est retrouvés comme ça. Et moi, en fait, j'ai fait une formation de repreneur d'entreprise du bâtiment. FREAB, formation de reprise d'entreprise artisanale du bâtiment, un truc de la CAPEB qui dure 18 mois où tu fais de la compta et où tu sors avec une sorte de bac +2 en compta. À l'issue de cette formation, je me suis rendu compte que la boîte que je voulais racheter, elle valait rien. Donc ça t'a évité de la racheter à un prix d'or ? Ça m'a évité de perdre 75 000 euros. Ouais. Parce qu'en fait, tu aurais pu... moi, j'ai tout de suite dit au patron, au bout de ma formation, je lui ai dit, je la rachèterai pas. Parce que pour moi, ça ne me correspond pas. Et le montant financier, moi, je vous rachète les camions, l'outillage, mais sinon, vous n'avez rien de signé, ça n'a aucune valeur. Ouais. Donc, on s'est engueulé. J'ai dit, ce que je vais faire, c'est que je reste jusqu'à ce que vous soyez à la retraite, jusqu'à ce que vous ayez vendu la boîte. Puis, quand vous avez vendu la boîte, on est d'accord, vous me faites une rupture conventionnelle. Et puis, j'irai toucher mon chômage. Et à ce moment-là, il me dit, ouais. Et puis, 2-3 ans passent, il trouve un gars pour la racheter. Enfin, non. Le matin, j'arrive et je vois un gars à la boîte et il me dit, tiens, voilà ton nouveau patron. Il a racheté l'entreprise. Sans même me prévenir, rien et tout. Donc je lui dis, c'est cool, super. Écoutez, du coup, il faudrait qu'on se voit maintenant pour la rupture conventionnelle et tout. C'était en 2015. Et là, il me dit, mais si t'es pas content, tu vas te faire. Et je lui dis, pardon ? Il me dit, non, mais de toute façon, t'auras jamais les couilles de démissionner. T'as besoin de ton chômage. Et si tu démissionnes, t'auras pas ton chômage. Alors je lui dis, je vous répondrai pas, je suis poli. Ma mère m'a bien élevé, donc je vais pas vous dire. Par contre, donnez-moi une feuille. Donc j'ai pris une feuille et j'ai démissionné. Avec une période de préavis, j'ai respecté mon préavis de 15 jours et je me suis démerdé pour avoir le droit au chômage. Je me suis fait embaucher par une autre entreprise qui m'a licencié durant la période d'essai. Okay. Ça a fait un micmac, j'ai réussi à avoir le chômage. Donc ça, c'était le 18 mars et je me suis mis à mon compte officiellement le 1er juin de la même année. Et j'ai commencé à travailler le 1er mai. Je te raconte pas au début, je travaillais avec une Twingo. Attends, tu vas me raconter. Tu as commencé avant d'avoir ouvert ta boîte ? Ouais, oui, mais... T'avais déjà des clients Non, j'avais pas de clients. J'ai jamais piqué un client à mes anciens patrons. J'avais un bon relationnel, donc si tu veux, j'ai plein de clients qui m'ont toujours recontacté parce que je leur donnais mon numéro. J'ai jamais pris un client d'un ancien patron. Mais arrivé au mois de... Donc je démissionne mois d'avril, mars ou avril, je me rappelle plus. Et je fais mon machin, le temps de faire les trucs, de m'inscrire au chômage pour avoir le droit. Je monte ma boîte, et puis ma boîte pouvait pas être montée à peu près avant mi-juin. 15 juin, 5 juin, machin. Parce que t'attendais le chômage ? Ouais, mais parce qu'il fallait avoir un crédit à la banque, il a fallu trouver des banques pour trouver... Ça aussi, c'est une autre histoire. Il a fallu trouver des banques pour acheter un camion. Mais surtout, en fait, j'avais pas de boulot. J'avais aucun chantier. Et à l'époque, je faisais du badminton dans mon club de bad.
Et arrivé en fin d'année au tournoi, je dis excusez-moi, je prends la parole devant tout le monde, il y a 150 personnes, et je dis je viens de me mettre à mon compte, je suis en plomberie chauffage, tous ceux qui me connaissent, si vous avez du boulot, n'hésitez pas. Et là, mais je tombe des nues, et j'ai peut-être 7-8 personnes qui me contactent, et qui me disent ouais, si tu t'es mis à ton compte, on a un petit appart qu'on vient d'acheter, qu'on veut retaper. Donc j'ai commencé par des petits trucs comme ça, et dès le mois de juin, du coup j'ai bossé. Donc j'ai commandé un camion. Quand j'ai eu mon crédit, à peu près au mois de juin, j'ai commandé un camion. Mon camion, il est arrivé en octobre. Donc de juin à octobre, j'ai bossé avec une Twingo, tu sais, les vieilles Twingo, tu sais, avec le... Non, la 2, avec le mini-coffre quand même. C'était la voiture de ma femme en plus. Donc je la bousillais, je baissais les sièges, je mettais des carreaux de carrelage. Tu sais, j'en ai mis plein la courge, la bagnole. Et du coup, j'ai bossé pendant 6 mois comme ça. Et ensuite, arrivé au mois de décembre, c'était la fin de la première année. La première année, de juin à décembre, j'avais fait 20 000 euros de chiffre d'affaires, pas plus. 25 000. Donc je vivais pas, j'avais mon chômage, donc si tu veux, mon but c'était de monter ma trésor. Donc c'était pas bien grave de pas trop gagner d'argent. Et puis au mois de décembre, là, je me suis inscrit sur Bilic, dont je t'avais parlé, là, le réseau d'artisans. On m'a insulté. Hein. Qui ? Ma mère, elle est comptable avec une formation d'expert comptable. Ma femme, maintenant, elle est comptable. Quand je leur ai dit que je m'inscrivais sur Bilic, on m'a insulté. Parce que du coup, Bilic, ça coûtait 250 balles par mois. Alors que tu gagnais pas beaucoup. Alors que j'avais fait que 20 000 euros de chiffre d'affaires en 6 mois. Je me suis inscrit à Bilic, j'ai commencé le 1er janvier. À la fin du premier mois, j'avais fait 14 000 euros de chiffre d'affaires. Grâce à Bilic ? Grâce à qui ? Ouais. Clairement, j'ai fait 14 000 euros. Et la première année, ma première année complète, j'ai fait 150 000 euros de chiffre d'affaires. Il y en avait peut-être 130 000 par Bilic. Ouais. Enfin, j'exagère, mais peut-être... j'avais plus de 80% de mon chiffre d'affaires, c'était Bilic. Puis j'ai continué comme ça, de fil en aiguille, et puis on a fait 115 000, je crois, la première année. Ça faisait 150, puisqu'on rajoutait les 6 premiers mois. Tu peux expliquer rapidement ce que c'est que Bilic ? Bilic, c'est le bouche à oreille d'Internet. Franchement, c'est le bouche à oreille d'Internet. Ça permet pour une entreprise qui est sérieuse et qui fait du bon boulot d'avoir la même notoriété et la même quantité d'appels qu'une boîte qui a 10-15 ans. En gros, c'est un annuaire où on référence des entreprises. C'est pas les meilleurs, on n'est pas du tout les meilleurs. Par contre, Bilic, pour y rentrer, il faut respecter une charte. Et en fait, il faut ne pas faire des devis à la gueule des clients, répondre aux demandes et faire des devis rapidement, etc. Et si tu respectes pas, tu as des cartons jaunes, cartons rouges, et t'es viré. C'est un peu comme un TripAdvisor, sauf que c'est des vrais avis, c'est pas truqué, et tu peux pas supprimer d'avis. Donc ça change tout. Ce qui fait que si tu fais du bon boulot, c'est un cercle vertueux, tu as de plus en plus de demandes, et accessoirement, c'est en page numéro 1 de Google sur tous les métiers. Okay. Tu mets plombier Grenoble, le premier qui sort, c'est ma gueule. Sans payer. Enfin, sans payer de référencement de mon site internet. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'ils ont un référencement naturel qui est dingue et qui marche trop bien. Du coup, ça a commencé comme ça. Première année, 150. Deuxième année, 250. Troisième année, 400 000. Tout seul ? Tout seul. Toujours tout seul. Avec un choix que j'avais toujours dans ma tête. C'est-à-dire qu'au début, tu prends tout ce qui arrive. Tu prends de la salle de bain clé en main, du débouchage de chiottes, de la plomberie. Oui, tu prends tout. Tu dis oui. Et au début, t'as pas beaucoup de chauffage. Tu vois, tu dis oui à tout et tu vends ton âme, quoi. Enfin, j'exagère, mais tu dis oui à tout, quoi. La deuxième année, j'ai commencé à me rendre compte, parce que pareil, en ayant une femme, à l'époque, c'était ma femme qui me faisait la compta, et faire un peu de l'analyse de gestion et de dire qu'est-ce qui est rentable, qu'est-ce qui est pas rentable. Et je me suis rendu compte que du coup, le chauffage, je gagnais la même marge que sur une salle de bain, sauf que la chaudière, c'était une journée de boulot au lieu d'une semaine de boulot pour la salle de bain, sans compter dans la salle de bain toutes les emmerdements des commandes, les salles d'expo, les machins, les livraisons qui n'arrivent pas, etc. Et moins de SAV. Du coup, j'ai petit à petit orienté mon activité sur le chauffage. Donc deuxième année, je commençais déjà à avoir 50% de chauffage, 50% de plomberie. Troisième année, on était déjà passé à quasiment 81% de chauffage et 20% de plomberie. C'est pour ça que mon chiffre d'affaires, il augmentait autant. Je peux faire 3 chaudières par semaine. Ouais. Je peux faire 3 chaudières par semaine alors que je vais faire une salle de bain. Parce qu'à l'époque, je faisais des salles de bain, carrelage, machin, je faisais tout, quoi. Donc je faisais tout. Je montais mes cloisons, je faisais tout. Les lecs, les machins, je faisais tout. Et bref, c'est pas ce qui me faisait rêver. Hein. J'aime bien le carrelage, c'est cool. Une fois que t'en as fait une semaine, la deuxième semaine, ça me fait vite chier. On va être clair. Donc je préférais faire du chauffage. J'avais toujours envie de comprendre comment ça marchait. Et puis là, mes études me servaient. Parce que y a une notion de débit, de pression, comme intensité, ampère, tu vois, intensité, tension. Bref, j'ai vite compris le truc et ça m'a toujours plu, ce truc-là. Donc, troisième année, quasiment 400 000 balles tout seul, mais là, je commençais à plus toucher terre. Donc, je commençais à plus répondre au téléphone. Donc là, c'était les gens, quand ils m'appelaient, le téléphone, je répondais jamais. J'étais le connard d'artisan qu'on voit à H24. C'est-à-dire, oui, je vais vous rappeler, oui, et puis, ou alors, tu laisses un message et je rappelle pas. Ils ont failli te sortir de Bilic ou... J'ai eu beaucoup d'avertissements sur Bilic. Ouais. J'ai eu du bol, c'est que j'avais beaucoup d'avis positifs. Les gens qui ont créé ce truc-là ont cru dans le fait que j'étais sincère et que je faisais pas ça pour
pour gruger les gens. Et ils se sont bien rendus compte qu'en fait, je me faisais un peu déborder par la progression que j'avais. Donc ils m'ont un peu appris à dire non aussi, à sélectionner un petit peu et à dire non, et à dire aux gens, faut patienter, je viendrai dans 8 mois, 9 mois. J'avais jusqu'à 1 an de délai alors qu'on était sur des périodes qui n'étaient pas très porteuses, quoi. C'était pas exceptionnel. Et 4e année, je commence le début de la 4e année. Au mois de mars, j'ai mon pote Fabien qui m'appelle et qui me dit, écoute, ils m'ont fait une crasse là, j'ai plus d'entreprise, est-ce que tu connais quelqu'un qui cherche et tout J'ai dit, je te prends. Il est tombé à pic. J'ai dit, je te prends. Il me dit, mais comment ça, tu m'embauches? J'ai dit, je t'embauche, moi j'ai 100% confiance en toi. Il me dit, ouais, mais le salaire et tout, parce que j'avais pas de boulot pour le payer. J'ai dit, je te prends au même salaire que tu avais. Je discute même pas le salaire. Tu sais que de toute façon, si tu bosses bien, je t'augmenterai et tout va bien se passer. Et je te prends au même salaire. Il me dit, t'es sûr de toi, mais on va faire comment? Et du coup, Fabien, il est autant impliqué dans la boîte que... Moins impliqué que si c'était sa boîte, mais il est quand même très très impliqué. Et ce qu'il fait, il le fait de façon... comme si c'était sa boîte. Donc du coup, dès le début, ça a collé comme ça. Et moi, il a fallu que je me... Tu trouves du boulot pour voilà. deux. Il a fallu que je trouve du boulot pour 2 personnes qui n'étaient pas du tout prévues. Donc j'avais de quoi faire, parce que comme j'avais pas mal d'avance, donc j'ai dit aux gens, écoutez, au lieu de 8 mois, demain on est là. Et Fab, il a commencé à m'enquiller des chantiers. Puis Fab, il est ultra méticuleux, c'est ultra bien fait. Les clients qui disaient, ouais, mais il est super, votre salarié, il est super bien, c'est du super boulot, je suis content. Au début, il tiquait un peu parce que c'était pas moi. Et puis là, ça s'est super bien passé. Donc du coup, j'ai pris Fab. Et puis après, Fab, au bout d'un moment, tout seul, il pouvait plus. Parce que le marché était en train de basculer sur de la chaudière à la Pâques. Et Fab, il m'a dit, ça fait 250 kilos, tout seul, je peux pas. Il m'a dit, il y a mon voisin à côté de chez moi, là, un apprenti, il a l'air bien, si tu veux, on le prend à l'essai, on l'a pris à l'essai. Et petit à petit, j'ai pris un apprenti. Et alors là, j'ai mis le bras dans l'engrenage. C'est-à-dire que t'en prends 1, t'en prends 2, t'en prends 3, et tu te fais bouffer jusqu'au coude. Et du coup, j'ai pris un salarié. En reprenant un autre apprenti, il a fallu rentrer plus de boulot. Parce qu'au bout de 3 mois à 2, il commençait à envoyer du stécos et à me dire qu'est-ce qu'on fait demain? Et moi, je dis, il n'y a rien. Il n'y a rien demain. Vous allez faire un chiotte, hein, mais on est 2. Ouais, mais j'ai rien. Donc là, on était déjà passé à quasiment 500 000 balles de chiffre d'affaires. Hein. Okay. Tu vois, ça commençait à monter. Et là, j'ai embauché une secrétaire à mi-temps. Celle que tu as toujours? Non, oula, genre, secrétaire, j'en ai écumé, je dois être un peu chiant. Donc, c'est pour ça que maintenant, j'ai pas une secrétaire, j'ai une assistante de direction qui est une copine depuis 14 ans. Donc, si elle a besoin de me dire merde, elle me dit merde. Donc, c'est beaucoup mieux. C'est mieux que sa femme, parce que sa femme, tu peux pas. Et puis, on peut s'engueuler. Après, ça se passera bien. Mais en gros, j'ai eu Fab, j'ai eu mon apprenti. J'ai embauché une secrétaire. En embauchant une secrétaire, automatiquement, qu'est-ce qui se passe? On répond au téléphone à tout le monde. Moi, je suis disponible pour aller faire des devis. Donc, automatiquement, tu rentres plus de boulot. C'est un cercle vertueux. Je suis d'accord parce que j'ai rencontré, sur mon Tour de France, là, mais pas mal d'entrepreneurs. Et je pense qu'il y en a 2 où ils me disaient, en fait, c'est l'enfer de recevoir des appels toute la journée. Ah, nous, on en a, ouais. T'es coupé dans tes tâches, tes chantiers durent plus longtemps, tu pars tard, t'es fatigué. Moi, j'en pouvais plus. Je répondais plus au téléphone. Pourquoi? Parce que quand j'étais sur un chantier à filer un coup de main à Fab ou à faire un truc, à la fin, honnêtement, quand le téléphone il sonnait, je disais, ah putain, encore un. Ah, qu'est-ce qui va m'emmerder? J'en étais vraiment. Je suis pas fier de dire ça, mais ça me gonflait. J'en avais plein le cul. Et là, le burn-out, il arrive et il est très près, quoi. Parce que t'as un peu la pression, moi je suis déjà anxieux et tout, donc t'as la pression de rentrer du taf parce que Fab, il m'avait fait confiance, donc. Tu vois, je vais pas le mettre sur le carreau, il a un crédit, il a acheté une baraque. Enfin voilà, j'avais le stress de ça. Et la secrétaire, en fait, elle a répondu à tous les appels. Elle a géré les problèmes. Elle m'a mis des rendez-vous pour des chauffe-eau en urgence. Donc on avait beaucoup plus de chauffe-eau à faire en urgence, puisque j'y allais le soir même. Le soir même, j'avais fait le devis. À l'époque, j'étais sur celle-ci. Donc j'avais déjà trouvé un système pour faire mes devis plus rapidement, automatiser mes devis. Et du coup, réactivité beaucoup plus importante. Donc en moyenne, j'avais 24-48 heures sur mes devis. Donc quand tu as 24-48 heures, tu as 95% de concrétisation. Clairement. Parce que il y en a qui attendent 2 semaines ou 3 semaines. Qui attendent 2 mois, qui rappellent 4 fois l'artisan, et qui au final, il n'y a pas. Maintenant, malgré les logiciels que j'utilise, j'arrive à avoir des délais, mais c'est parce que je ne peux pas tout encaisser moi-même en termes de délai de traitement. Je travaille déjà le samedi matin, machin, j'arrive pas à l'encaisser. Mais par contre, quand il y a un devis en urgence, je peux sortir de chez le client, appeler mon assistante, elle me prépare le devis, le soir même, le devis il est envoyé avec tous les docs. Ça fait encore la différence à l'heure actuelle. Clairement, les devis que j'envoie dans les 48 heures, ils sont signés. Je le sais. Donc ça devrait me forcer à le faire tout le temps, mais j'y arrive pas. Mais je sais que c'est signé. Ça dépend des devis. Comme tu dis, quand c'est de l'urgence... Non, mais même pas de l'urgence. Même un chantier à 40 000 balles, etc. Ouais. Quand tu l'as envoyé dans les 48 heures, que tu as pris le temps de le faire, que tu le rappelles, etc. Après, c'est une démarche commerciale qu'il faut avoir. Ça, c'est venu après. La première démarche, c'est de répondre aux gens
de répondre à tout le monde et de traiter les appels. Quand tu as un taux de traitement à 90-95%, ça change tout pour ta boîte. Donc là, moi, la boîte, j'ai commencé à avoir 2 mois de délai, 3 mois de délai, 4 mois de délai, 5 mois de délai, 1 an de délai, 1 an et demi de délai. Les gens, quand ils m'appelaient pour changer la chaudière, je disais, ouais, dans 1 an et demi. Donc, il y avait des gens qui voulaient bosser avec moi. J'avais commencé en même temps sur les réseaux à l'époque avec Laurent et tout. Donc, il y avait des gens qui voulaient bosser avec moi, donc ils attendaient. Mais je me rendais bien compte que je perdais beaucoup de taf, tu vois. Je perdais beaucoup de boulot, etc. Et que c'était un frein dans le développement de ma boîte. Et tout ce travail, il venait d'où? Comment tu... Bilic. Toujours Bilic? Bilic, 70-80% de mon chiffre d'affaires. Hein. Autant que ça? Même à l'heure actuelle, je fais 1,2 million, 1,3 million de chiffre d'affaires. Je dois en avoir 700 000 de Bilic. Ah ouais, c'est voilà. Incroyable. Cercle vertueux, ce que je te disais. Tu fais du bon boulot, tu as des bons appels. Et puis, les gens qui appellent par Bilic, c'est un peu comme les gens qui m'appellent par Instagram ou par YouTube. C'est des gens qui m'ont déjà vu travailler ou qui ont déjà vu les retours clients. Du coup, c'est des clients qui sont en confiance. Très, très qualifiés. Ouais. C'est du contact très qualifié. C'est pas des touristes. C'est pas le mec qui t'appelle et qui a fait faire 8 devis. Il y en a, hein, des guenilles comme ça qui font 8-9 devis, j'en ai. Hein. En général, je leur fais même pas le devis. Quand j'arrive là-bas, je dis, vous avez fait 9 devis, vous avez emmerdé 8 artisans pour venir faire un devis pour en choisir. Puis que vous en fassiez 2 ou 3, il n'y a pas de problème. Mais 9 artisans, je dis, vous n'avez pas de face. Mais ça m'est arrivé, hein, donc j'en ai même qui m'ont mis des commentaires sur Internet. Et en plus, à l'époque, j'étais hyper sensible sur les commentaires qu'on me mettait. Parce que je savais l'importance que Bilic avait sur mon chiffre d'affaires. Du coup, j'avais très peur des mauvais commentaires. Et de me faire virer ou un truc comme ça et tout. Et en fait, je me suis rendu compte... c'était un commentaire d'un gars qui m'avait dit plutôt que d'augmenter le devis si vous n'avez pas envie de travailler, ne venez pas faire un devis ou un truc comme ça. Et je lui avais répondu, à l'époque, je m'étais un peu énervé. Je me rappelle, la directrice de Bilic, Nathalie, elle m'avait appelé, elle m'a dit, tiens, elle est un peu fort. J'ai dit, vous savez quoi, promis, la prochaine fois que je ferai un devis, je vous appellerai pour fixer mes prix. Et j'avais répondu comme ça, alors que tout le monde le voit, le commentaire, parce que tu peux pas le supprimer. Et au final, j'avais très peur de la réaction. Bilic avait pas trop aimé, mais les clients avaient adoré. Les gens m'avaient dit, vous l'avez bien mouché celui-là et tout. Les gens ils me disaient après, un an après, on a regardé vos commentaires, parce qu'à chaque fois ils regardent avant de t'appeler. Les gens ils regardent. Hein. Ah ouais, ils regardent tous, mais les commentaires, c'est pour ça que je te dis, sur Interface, il faut des commentaires clients. J'en reviens là-dessus, mais bref. On en parle avec Bilic. Mais voilà, en tout cas, je me suis rendu compte à ce moment-là, si tu veux, de l'importance du regard des gens sur ce que tu faisais. Là, tu commences à faire un chiffre d'affaires assez conséquent. Là, on est à 700 000 déjà. À avoir énormément de demandes, plus que ce que tu... Je peux pas traiter ma demande. Je sous-traite plein de trucs à des potes. Tu donnes ou tu sous-traites? Je donne. Tu donnes des chantiers à des potes? J'ai jamais sous-traité. Ouais, t'as jamais sous-traité? Non. Non, mais je... Non, j'y sous-traite d'un point de vue... Je donne les chantiers à mes potes en disant, est-ce que tu peux traiter ça? J'avais un pote qui faisait de la clim, je lui dis, tiens, j'ai 5-8 demandes par semaine, je peux pas les gérer, est-ce que tu peux en faire? Et pourquoi ne pas embaucher? Parce que pour embaucher, il faut avoir... tu vois, il faut être bien... Il faut avoir du courage. Quand t'as déjà 2 salariés, alors que tu t'es toujours dit 3, plus si on rajoute la secrétaire. Entre-temps, la secrétaire, elle s'est barrée, elle s'est mise à son compte avec son mec, tu te retrouves tout seul à redevoir gérer le secrétariat, les demandes d'aide pour les clients, etc., à être complètement submergé et tout. Tu te dis, j'avais déjà l'expérience d'avoir pris et de me dire que c'était une marche en avant. C'est-à-dire que plus je vais prendre des gens, plus je vais leur rentrer du boulot pour eux, et plus je vais être débordé. Ouais. Et en fait, j'avais terriblement peur de ça. Et pas assez, hein. J'aurais dû avoir plus peur pour me limiter déjà. Moi, je suis un peu sur une taille bâtarde. Je pense que quand t'es 2 ou 3, la taille, elle est nickel. Là, moi, à 6 ou 7, je suis pas assez gros pour pouvoir avoir un chargé d'affaires. Je suis pas assez organisé pour réussir à faire ça. Et je suis pas assez petit pour pouvoir dire, tiens, cet après-midi, je viens pas, je vais au ski, par exemple. Donc, du coup, c'est compliqué d'embaucher. C'est une responsabilité. C'est une charge sur l'entreprise. À chaque fois que j'ai embauché, j'ai arrêté mon salaire. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, ça, c'était moi. Je suis trop anxieux. À chaque fois que j'ai embauché, j'ai arrêté mon salaire pendant 5-6 mois. Même là, quand j'ai embauché mon assistante de direction, j'ai divisé mon salaire par 2 et j'ai dit, je l'embauche, je veux pas que ça coule la boîte et je verrai comment ça se passe. Et là, je vais essayer de réaugmenter mon salaire, j'aimerais bien, mais voilà. Parce que tu veux conserver de la trésor pour avoir En fait, le nerf de la guerre, c'est de la trésor. On fait des demandes d'aide, on est payé à 60 jours, 30 jours, tu sais, ma prime rénov, toutes ces conneries, etc. Ça prend beaucoup de temps à faire les dossiers. Mon assistante, elle fait 15 à 20 heures par semaine des dossiers d'aide. Par contre, ça permet de proposer une solution clé en main au client. Donc, même du restant à charge. Maintenant, on propose des solutions où on dit au client, votre chantier coûte 20 000, vous avez 10 000 balles d'aide, vous nous payez que 10 000, et nous, on se démerde à récupérer les 10 000. Mais derrière, c'est de la charge administrative. C'est une charge administrative de dingue, que je me tapais moi tous les samedis quand on était encore que 2 ou 3, et qu'après, j'ai vite compris qu'il fallait quelqu'un d'autre pour le faire à temps plein. Et puis là, tu vois, on traite 60 appels jour. Donc là, la secrétaire, elle a le même problème. Là, je suis
Quand je te dis que je suis dans la taille critique, c'est-à-dire que là, pour moi, il me faut quelqu'un d'autre au bureau. Mais sauf que cette personne ne serait pas suffisamment rentable en l'état. Elle n'est pas du tout rentable même. Donc ça veut dire qu'il faut encore que je baisse mon salaire pour prendre le risque, ou que je rentre beaucoup de taf. Sauf que la période, comme on disait, quand tu as un marché à moins 40 sur la PAC au niveau national, même si moi j'arrive à être à plus 10 cette année, il faut se battre pour rentrer les chantiers. Okay. Beaucoup plus que les dernières années. C'est bien, ça fait un peu de tri, mais le marché est en train de s'assainir, mais c'est stressant. Tu vois, quand là, tu arrives début septembre, tu n'as que du boulot que jusqu'à mi-octobre. Pourquoi ? Parce que quand tu as 2 équipes, il faut rentrer 2 fois plus de taf. Avant, ils étaient en binôme, donc ils faisaient le chantier à 2. Maintenant, dans le même temps, j'en fais 2. Donc c'est plus rentable si tu as du boulot. Ouais, en permanence. Voilà. Et ça, cette partie-là, la variable où tu la places, elle est compliquée. Donc il faut... Là, je suis en train de devenir gestionnaire d'entreprise, plus que artisan. Donc là, tu es en train de... je bascule, là, tu vois. Une marche, là, de passer un palier. J'ai pas le choix. Je peux pas passer mon temps à venir faire du SAV derrière les gars, faire des devis et gérer du social et tout ça. Donc là, il va falloir que je me structure. Faire du marketing, des réseaux. Je peux pas. Alors, les réseaux, depuis 2 ans, j'ai énormément diminué parce que, du coup, ma priorité, encore une fois, même sur les réseaux, ça a toujours été ma boîte. C'est-à-dire que mes réseaux, c'était fait pour faire de la pub à ma boîte. Il y a un désir de partager immense, mais le but, c'est de faire de la pub pour ma boîte. D'ailleurs, il y a toujours TPF, on parle de TPF, machin, etc. Donc voilà, c'est un choix, mais le but, c'est ça. Et là, j'en suis au moment où il faudrait, sur le principe que j'ai un chargé d'affaires, que j'ai une autre secrétaire pour filer un coup de main, au moins pour la gestion du téléphone, ou quelqu'un qui gère que les aides, etc., pour pouvoir proposer du service plus. Toujours pareil, ce qui fait qu'on va pouvoir s'en sortir, c'est la qualité du boulot et le service. Et quand tu commences à avoir des gens qui gueulent parce que le service n'est pas bon, c'est un cercle, hein, ça fait de la mauvaise pub pour ta boîte. Ça t'est arrivé ? Ouais, pas dans 99% des gens, ils sont contents. Mais oui, il y a des mécontents, on en a tous les jours, on peut pas satisfaire. Mais tu vois, ça me touche beaucoup moins qu'avant. C'est-à-dire que maintenant, j'ai vieilli, j'ai 40 piges, et j'ai compris qu'en fait, on peut pas satisfaire tout le monde, et que quand on est artisan, de toute façon, on est traité comme de la merde par la plupart des gens. C'est-à-dire que les gens, ils ont une image du gars qui est là, il est là pour déboucher mon chiotte, et malheureusement, cette image-là, on la retrouve. C'est pas tous les gens, hein, mais on la retrouve, et si tu te blindes pas, c'est chaud, émotionnellement, c'est chaud, quoi. Qu'on te dise t'es une merde ou machin, etc., tu dis, tu laisses parler, et puis voilà. Sauf que quand ça vient de clients chez qui t'as fait un truc et que c'est pas justifié, moi, je le prenais trop mal. Et ça, tu vois, mine de rien, le fait d'animer chez Bichon TV, ça m'a vachement aidé. Parce qu'en fait, tu deviens... en fait, tu as une image publique. Du coup, les gens, ils te voient beaucoup, ils te critiquent beaucoup. Tu as beaucoup de positifs. Toi, tu vois que les critiques quand tu es en train de le faire. Ouais, c'était mieux avant avec Laurent. Regarde le connard avec sa voix de gonzesse. Regarde comme il est gros. Tu vois, c'est que des commentaires comme ça. Puis tu sais, c'est caché derrière un ordi, machin, etc. En fait, ça t'apprend à te blinder et à te dire... à rationaliser le truc et à te dire... Des commentaires comme ça ? Ah ouais, mais la folie. Quand j'ai commencé, c'était un truc de fou. J'ai fait ça 1 an et demi avec Laurent. Heureusement, Laurent et Carole, ils étaient ultra bienveillants. Il y en a qui s'ennuient quand même. Ouais, mais les réseaux, hein, tu sais, regarde le harcèlement à l'école et tout. Hein. Ouais. Et malheureusement, il y en a beaucoup. Chez les clients, j'ai vraiment, tu peux aller voir, même quand tu regardes mes avis, j'ai aucun avis négatif de personne pour le boulot. Les seuls avis négatifs que j'ai, c'est des gens qui disent ne m'a pas rappelé, ne m'a jamais fait le devis, ou avait 1 an d'attente, tu vois, des trucs comme ça, mais jamais pour la qualité du boulot. J'ai perdu plusieurs fois beaucoup d'argent à aller faire du SAV sur une install, mais qu'à la fin, le client, il soit content. Mais en gros, t'assumes tes erreurs, quoi. Si... tu sais, moi, c'est un peu le principe de Big, c'est qu'ils veulent pas qu'on fasse l'autruche. Et en fait, on va parler grossièrement, non, on n'a pas le droit, mais en gros, il faut que tu assumes tes conneries. On le dit. Et tu vois, bonjour Monsieur Finet, merci beaucoup pour votre réactivité de votre intervention sur l'installation. 10 sur 10 pour tous vos intervenants, bien cordialement. Et là, quand tu as eu un commentaire de merde et que tu as ça derrière, tu dis ah putain, je me casse pas le cul tous les matins pour rien, tu vois. Ouais. Donc voilà. Et ça. C'est du fuel. Exactement, c'est du fuel et c'est du fuel lourd, parce que celui-là, il t'alimente pour un bon moment. Mais c'est cool, mais c'est pas facile, voilà. Mais les gens qui ont peur, honnêtement, il faut qu'ils se disent qu'est-ce qu'ils veulent. Est-ce qu'ils veulent juste gagner du pognon parce qu'honnêtement, tu gagnes beaucoup plus de pognon quand tu es tout seul. Hein, si on parle de l'aspect financier. Ou alors quand tu passes un certain cap, peu importe. Il y a des avantages et des inconvénients dans les deux. Moi, c'est la qualité de vie. C'est-à-dire que moi, je me suis rendu compte que de 7h à 20h, tous les jours et les samedis, je voyais pas mes gosses, ma femme était enceinte, j'allais pas voir mes gosses grandir, etc. Donc, c'est ce qui t'a motivé à embaucher. Ah ouais. Moi, j'ai fait le choix, je me suis dit, je veux récupérer mes gamins à l'école, les emmener, le week-end pouvoir profiter d'eux et tout, parce que moi, mon père, il était coiffeur, donc il bossait tous les samedis,
Le dimanche aussi ? Non, pas le dimanche, mais par contre, le samedi, 7h, 19h. Le lundi, il bossait pas, mais moi, j'étais à l'école. Donc, du coup, ça faisait 15 jours dans la semaine où tu avais le temps de le voir, une semaine par an. Du coup, tu te dis, voilà, on va peut-être essayer de faire différemment. Pas que je sois une grande fédulogie ou un féru de cuisine à la maison. J'essaie de faire ma part un petit peu, mais c'est surtout profiter de tes enfants et de ta famille. Ma femme, elle a pas fait un gosse pour se retrouver toute seule à H24, tu vois. Bien sûr. Et après, je le conçois, il y a plein d'artisans qui sont pas du tout dans cette... Et je le crache pas du tout, on en parle souvent avec Gonzague ou avec des potes. Chacun le vit différemment, moi j'avais besoin de ça. Quand mes gamins seront un peu plus vieux, peut-être que je retournerai à bosser un peu plus. Je pense que d'ici là, j'aurai structuré correctement pour pouvoir aussi faire autre chose à côté. J'avoue que j'adore la formation. J'ai une grosse envie de transmettre certaines choses. Et que je pense que si j'arrive à gérer ma boîte correctement, à la structurer, j'aimerais bien faire un peu de formation auprès des gamins pour transmettre un peu. Là, j'essaie de faire un peu des conférences dans les écoles, tu vois, pour aller au collège et lycée. Ouais, pour leur expliquer que y a pas que des connards qui sont plombiers, il n'y a pas que des abrutis qui sont nuls à l'école. Si je me rappellerai toujours, j'avais une prof, moi, qui m'avait dit de toute façon, tu finiras caissier dans un supermarché. Ça m'avait traumatisé. Enfin, ça m'avait traumatisé après, mais sur le coup, je me rappelle, je m'étais fait virer, je lui avais dit, de toute façon, ça sera toujours mieux que faire prof de bio. Et tu vois, j'avais répondu comme ça du tac au tac. Et en fait, ça m'avait traumatisé parce que ça reflétait tellement, en fait, et moi, mon père était artisan. Donc, si tu veux, j'avais tellement trouvé ça dévalorisant, en mode, en gros, ton père, c'est un abruti, et celui qui est caissier, c'est un abruti. Ouais. Et ça m'avait mis la mort. Et du coup, j'essaye d'aller dans les collèges, les lycées. C'est compliqué, hein, pour qu'ils t'accueillent. C'est très compliqué, mais j'essaye d'expliquer qu'on peut avoir un bac, c'est cool d'avoir un bac, hein. Même si on dit on le donne à tout le monde, c'est un truc de guenille, etc. Passez-le déjà votre bac avant de dire que c'est un truc de guenille. Et ensuite, le bac, l'avantage, c'est que ça t'ouvre sur tout. C'est-à-dire qu'il y a des gamins qui sont faits pour avoir leur CAP à 16 ans, mais qui auraient pu avoir leur bac. Je vois Fabien, il aurait fait un bac S sans aucun problème. Par contre, l'école, ça le gonflait. Il voulait du concret, il voulait bosser. Et ça fait un salarié qui, quand il a passé son CAP, il a eu les mêmes notes que moi. Au BP, il a eu les mêmes notes que moi, alors que j'avais un bac plus 2, quoi. On ne peut pas juger quelqu'un par rapport à ses diplômes, de toute façon. Ouais, si. En France, on fait ça. Ouais. Non, mais tu rigoles, mais en France, on fait ça. En France, quand t'as un CAP, t'es une merde. Un peu comme en Suisse, les métiers manuels, t'es une merde. Et moi, typiquement, tu vois, j'ai eu un gros complexe d'infériorité par rapport à l'absence de diplôme, parce que j'ai arrêté l'école à 18 ans. Ah ouais. Mais du coup, j'ai travaillé presque 2 fois plus, entre guillemets, pour combler cette perception des gens et être au niveau, en fait. Ouais, mais tu te rends compte, t'es obligé de faire ça, en fait. Ouais. C'est pas normal. Pour moi, c'est pas parce que t'as pas de diplôme. Mon père, il avait pas le bac. Mais pourtant, à chaque fois que je discutais avec lui, je me suis jamais dit, il est con, mon père. Et non, mais tu vois ce que je veux dire. Le bac, ça te permet de faire d'autres choses. Ça te permet, par exemple, toi, si t'avais voulu faire une réorientation, t'aurais pu faire plus facilement, tu vois, en fournissant moins d'efforts, t'aurais pu aller faire d'autres choses. Mais c'est pas une fin en soi, quoi. Ouais, c'est pas une marque de sagesse non plus. Ah bah non. Mais... c'est juste des diplômes, quoi. Ouais, c'est vraiment ce que tu dis, juste des diplômes, je suis d'accord avec toi. Et malheureusement, un CAP, ça vaut rien. Ouais. Qu'on soit bien clair, un gars qui a un CAP chauffagiste, il sait rien faire. C'est-à-dire dans l'esprit des gens, tu veux dire ? Mais non, dans le boulot. Oui. Moi, si j'embauche un CAP, il sait rien faire. Ah oui, bien sûr. En fait, la qualité du diplôme fait que si le gars, tu l'as pas formé comme tu voulais, ou etc. Moi, le gars, il vient, il a juste un CAP, il veut être embauché. Je lui dis, écoute, on va se poser là, tu vas me faire 2-3 soudures, on va faire un truc, puis on va regarder. Parce qu'en fait, on a tellement dévalorisé ces métiers en mettant des gamins qui étaient pas faits pour l'école. Parce que, tu sais, maintenant, t'as les trucs, les TDA, les machins. T'es pas fait pour l'école, on te met dans une case, on te dégage, on te dit voilà. Donc on leur a tous dit allez faire plombier, vous allez gagner une fortune et c'est très bien. Et on se retrouve avec des cassos qui en ont rien à foutre de la vie, qui veulent juste gagner de l'argent sans rien faire. Sauf qu'au bout de 2 fois, quand ils mettent la main dans le chiotte pour le déboucher, ils se sont tous barrés du métier, etc. Non mais pour de vrai, ils se sont tous barrés. Et en fait, c'est un métier qui est pas reluisant à certaines choses. Il y a certains aspects qui sont pas très reluisants. Et du coup, les gamins qu'on a dedans en CAP, c'est un peu comme le bac qui te permet pas de travailler parce que c'est un diplôme qui sert à rien à part à t'ouvrir d'autres diplômes. Ouais. Pour moi, le CAP, c'est une porte d'entrée. Pour commencer une carrière... C'est ça. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais après, le vrai métier, on l'apprend sur le terrain aussi. Après, tu l'apprends sur le terrain. Je trouve que l'apprentissage, pour moi, ou l'alternance, je trouve qu'elle est... Et puis comme tu dis, tu as appris plus de choses sur le terrain qu'à l'école. À l'école, tu apprends les bases, mais si tu sais pas comment ça se passe... Moi, j'ai toujours comblé aussi avec des bouquins. Ah ouais. Parce que la théorie, c'est quand même important. Même si en théorie, la théorie et la pratique... Ouais, mais tu vois, la théorie en plomberie,
Ouais, mais c'est bien de connaître tous les composants, les particularités des matériaux. Eh oui, mais pour ça, il faut avoir suffisamment d'ouverture d'esprit pour avoir envie d'apprendre. Ouais, c'est sûr. Et t'as des gamins, ils s'en foutent. Hein. Si tu lui dis, vas-y, assieds-toi sur une chaise et tu prends 200 balles par jour à rester dehors, ou viens au boulot pour gagner 1500 balles par mois, il a vite fait le choix. Hein. Non, il y a un truc sur lequel j'insiste, c'est que moi, j'ai plein de potes qui ont fait des études. Il y a des gars qui ont bac plus 5, bac plus 6, et qui ont des salaires qui sont les mêmes que des gars qui ont un CAP ou un BP. Non, mais ça, c'est clair. Quelqu'un qui veut faire chauffagiste à l'heure actuelle, un bon chauffagiste, il va vite gagner 1900 balles, 2000 balles, plus des à côté, etc. et tout. Alors, il sera fatigué, hein. Il finira pas sa carrière à 5000 balles comme des ingés, comme certains métiers, etc. Mais il a d'autres avantages. Il y a d'autres avantages. Mais en tout cas, en termes de salaire et de qualité de vie, je connais beaucoup de gens qui ont fait des études, qui ont fait des métiers dans des bureaux, et qui sont en reconversion maintenant. Qui cherchent un métier plus manuel. Et qui sont manuels, et qui vont faire menuisier, charpentier. Boulanger. Mais beaucoup. Ouais. Beaucoup. Rien que dans mes potes à l'époque qui m'ont craché dessus. Je te jure que j'en connais beaucoup. Même des gars qui étaient avocats. Hein. Et ils ont sacrifié un 10 000 balles par mois pour venir gagner 2500 balles. Mais faire quelque chose qui leur plaît, quoi. Se lever le matin en ayant la banane. Quand tu traînes les pieds dès le matin pour aller au taf, c'est mauvais signe. C'est chaud, quoi. Enfin, elle va être longue la journée, tu vois. Il nous reste pas trop longtemps. J'aimerais parler de 2 sujets. Le premier, c'est ta présence sur les réseaux et un petit peu le début de l'aventure avec Laurent Jacquet, enfin que tu nous parles un peu de tout ça. Ouais. D'ailleurs, moi, c'est la première fois que je t'avais vu, avant que tu deviennes client et que tu crées ton compte sur Interfast. C'était parce que tu installais la clim chez Lolo dans son local, et je suivais Laurent Jacquet à l'époque, que je salue et avec qui j'ai appris énormément aussi. Mais c'est comme ça que tu avais découvert. Bon, après, j'ai fait ma vie et on s'est rencontrés dans le cadre d'Interfast. Mais donc, du coup, tu parles des réseaux et aussi, Okay. Je sais que tu te fais accompagner sur la gestion d'entreprise. Ouais. Rapidement, si tu peux en parler aussi, qu'est-ce que ça t'apporte, etc. Mais on va commencer par les réseaux. Est-ce que tu as des conseils pour quelqu'un qui veut se lancer sur les réseaux là ? Alors l'année, je sais pas, faut aller regarder la clim de chez Lolo, donc je dirais 3-4 ans, Ouais. à peu près. Un peu plus, non ? Ouais, pas beaucoup plus, hein, honnêtement. Ça dépend ce qu'on appelle lancer. En gros, je vais expliquer. Lolo, je l'ai rencontré. Moi, à la base, il était trésorier à la CAPEB, machin. J'avais déjà vu son nom. À l'époque, il avait une autre boîte dans l'Ain, etc. On a le même âge à peu près. J'ai 41, il a 43, 44. Il est de Sauf... la région aussi, non ? Ouais, il est de Belay, dans l'Ain, si je dis pas de bêtises. Mais bref, j'avais déjà vu son nom et tout. Et puis, je me suis abonné à sa chaîne. Il devait avoir 300 abonnés ou 400 abonnés. Donc, je l'ai suivi dès le début. Okay. Et en gros, au début, je le suivais comme ça sur les réseaux. J'intervenais pas parce que j'avais pas de réseau. Et un jour, il met un message en disant qu'il veut vendre son matos. Il veut vendre son matos parce qu'à l'époque, c'était sa machine à geler. Tu sais, il y avait un tuto où il avait explosé, ça avait giclé de partout, machin et tout. Et bref, il voulait vendre sa machine à geler. Et du coup, moi, j'étais en plein développement de ma boîte. Et j'avais pas trop de pognon. C'est le moment où investir en permanence, ça commence à être chaud, quoi. À la fin de l'année, tu vois les dotations aux amortissements, il dit mais c'est pas possible, t'achètes tout le temps des trucs. Bah ouais, mais je grossis, donc j'achète. Et j'appelle Lolo et je lui dis bah écoute, moi je suis intéressé par ça. Et il me dit bah pas de problème, viens. Donc il m'envoie son adresse. Et il me dit bah viens et puis si ça te plaît, tu pars avec et puis terminé. Donc j'y étais allé chez lui là-bas, dans sa baraque, là où il filmait ses travaux. Et j'arrive là-bas et ben, le courant a plus qu'accroché, mais on était raccord à 300%. Je suis parti à 19h30. J'étais avec mon pote Childéric EDR. Et en fait, on est resté 7 heures à discuter, à refaire le monde. Tu vois, les grandes bouches, voilà. Laurent était pareil, on est resté 7 heures à faire les cons comme ça. Et il savait du coup que je faisais du Wiesmann, on en avait discuté et tout. Et un jour, il me dit, ouais, putain, il faudrait que je mette la clim dans les bureaux. Il avait déjà fait mettre une clim par un pote à lui. Il me dit, il faudrait que je mette la clim dans la maison lors de la réno. Est-ce que t'as pas un bon plan et tout ? Je dis, bah écoute, je peux demander à Wiesmann. Et du coup, je le mets en contact avec Wiesmann, machin. Wiesmann lui dit, bah on peut vous mettre la clim chez vous. Enfin, tu vois, les échanges d'influenceurs un peu. Tu fais de la pub, moi je te donne le matos, machin et tout. Et moi je dis à Lolo, par contre je viens, mais bah faut me payer quoi. Je dis, moi mes gars, je peux pas venir travailler. Tu vois, on voit beaucoup sur les réseaux de gens qui viennent faire des trucs gratuitement. Moi je pouvais pas. J'avais une boîte à faire tourner, je suis pas auto-entrepreneur. Donc voilà, je lui dis, moi j'ai 3 gars que je vais te faire venir, ça va coûter tant. Il me dit, bah pas de problème, je paye. Donc il prend le truc. Du coup, je vais chez Laurent, et puis là, chez Laurent, bah, j'ai rencontré Martin. Le caméraman. Caméraman avec qui je bosse, Onyx Productions maintenant, qui était à l'époque le caméraman et puis le monteur pour Laurent. Il montait beaucoup de vidéos avec Lolo sur LJVS. Et c'est des potes ils se connaissent depuis je sais pas combien de temps. Et lui...
Il est plombier chauffagiste à la base. Il est artisan. Laurent aussi. Laurent aussi, bien sûr. Mais Laurent, et après, il a bifurqué un peu sur tout, passionné de bois, mais il avait un problème d'allergie. Je crois que c'était pour ça qu'il n'avait pas fait du bois à l'époque. Bref, du coup, Lolo, on met ça. Et Lolo, il me dit, ce qu'on va faire, c'est que je vais en faire une vidéo sur YouTube. On a dit à Wiesmann, donc tu viens avec tes gars, et puis on fait une vidéo et tout. Et là, du coup, il m'a filmé pendant la journée. On a fait le machin et tout. Le courant passe super bien. La vidéo, elles explosent sur YouTube. Elles font je sais pas combien de milliers de vues. Donc là, ça me fait de la pub pour ma boîte. Donc la demande de ma pub explose. Et à ce moment-là, Laurent me dit il faut que tu crées un compte sur Insta. Insta, c'est l'avenir. À l'époque, Insta, c'était fait pour filmer ta bouffe sur ton truc et 2 minettes qui dansaient les fesses, tu vois, comme sur TikTok un peu il y a 1 ou 2 ans. Et il me dit faut que tu crées un compte, machin. Je crée un compte et puis je récupère vite 1000 ou 1500 abonnés. Et alors, merci Laurent et merci la vidéo. Et puis ça marche comme ça, puis je vivotais un peu sur Insta. Par contre, je me filmais tous les jours parce que j'étais encore un peu sur les chantiers. Donc je me filmais comme ça, donc je commence à développer une communauté d'installateurs. Parce que dans mes abonnés, j'ai énormément d'installateurs. Je dois avoir plus de 80% de mes abonnés qui sont installateurs. Donc du coup, on fait toutes les vidéos, ça se passe bien, machin. Et puis, je continue sur mes réseaux. Entre-temps, Laurent, c'était peut-être avant, je sais plus, il m'invite à Batimat. Il était média officiel de Batimat sur le stand de Géberit. Et il m'invite à faire des interventions en disant sur la com réseau, justement, sur Bilic, des choses comme ça, etc. Donc je vais à Batimat et puis j'accroche comme un dingue avec l'aspect radio. Mais une passion, il y avait Martin et tout, je trouve ça dingue. J'adore ça. Comme j'ai une grande bouche et que je suis assez à l'aise devant la caméra, Laurent, il le remarque. Les marques le remarquent. Et de fil en aiguille, Laurent se retrouve à devoir faire du M6, machin, etc., à moins pouvoir être présent sur Bichon TV, et il cherche quelqu'un pour le remplacer, donc il fait des essais avec Steph, avec des potes, etc. Ils vont pas plus loin, machin, puis un jour il m'appelle et il me dit, écoute, si ça te botte, je te promets pas la lune, mais tu peux venir animer l'Instant Pro sur Bichon TV. Je lui dis, mais moi je sais pas faire. Je vais jamais y arriver. Il me dit mais au pire tu galéreras au début, mais ça va bien se passer et tout. De fil en aiguille, j'y suis allé. Le jour où j'étais censé faire un essai, ce crevard, il m'a fait faire une émission en direct. Tu vois, je me suis retrouvé pardon, merde. Mais c'était Laurent. Tu le mets dans le truc et puis tu vois si ça se passe bien. Ça s'est bien passé. C'est là où j'ai commencé à prendre une pluie de critiques, etc. Où il a fallu être. Merci Laurent et Carole pour. Même si elle était bienveillante, la communauté chez Bichon TV, mais je me prenais beaucoup de commentaires où les gens ils te rentraient dedans. Beaucoup de commentaires négatifs et du positif. Et bref, j'ai fait ça pendant 1 an et demi. Pendant ce temps-là, j'ai fait l'émission d'M6 avec Laurent parce qu'il a pris ses artisans pour faire. Donc j'ai fait l'émission. J'ai continué. C'était avec Ecodépôt, non? C'était quoi? Non, c'était avec Tout Faire et c'était Mission Travaux sur M6. Donc on a fait ça, il y avait Plaza dedans, machin et tout, mais c'était l'émission de Lolo, c'était le concept de Laurent et tout. Mais bref, j'ai fait ça, les réseaux, j'ai continué à développer, et puis quand j'ai arrêté Bichon TV, parce qu'il fallait que j'y aille 2-3 fois par semaine, et... T'as une boîte à faire tourner. Ben voilà. Donc j'y allais déjà, je partais tous les mardis à 5h du matin pour aller chez lui, pour être là-bas à 7h, 7h30, pour animer l'émission, et je rentrais à 18h, 19h tous les soirs. J'ai fait ça pendant 1 an et demi. Ça durait toute la journée? Bah ouais, parce qu'on essayait d'en filmer plusieurs. Ça consistait à recevoir des marques, J'étais le commercial de Bichon TV aussi, hein, donc voilà, et je m'étais bien mis dans le poste. Par contre, sans jamais faire de pub de ma boîte. C'était encore une fois, toujours dans cette éthique de me dire je fais pas de pub pour mes réseaux, je fais pas de pub pour ma boîte. Pourquoi? Eh ben parce que pas mélanger tous les genres. C'est comme quand tu quittes une entreprise, pas prendre les clients de l'entreprise. Voilà, c'était... Parce que là, je peux t'assurer que j'aurais des abonnés en plus si je m'étais fait de la pub sur mon truc. Hein. Mais voilà, c'était un choix. J'ai toujours été réglo là-dessus. Ça s'est bien passé. Ensuite, je me suis mis un peu avec Martin. Quand Laurent était occupé sur ces trucs, je me suis mis avec Martin. Martin m'a dit, mais il faut que tu lances une chaîne YouTube avec tout ce que tu fais. Donc je me suis mis sur une chaîne YouTube, mais j'y croyais pas trop. Hein. C'est pas vieux, c'est il y a 1 an ou 1 an et demi. Et en fait, la première vidéo, elle a fait 30 000 vues. Et les gens ont tout de suite accroché parce qu'en fait, j'essayais de montrer mon quotidien. On a fait plein de trucs comme ça. Et là, on essaye de faire des vidéos avec différentes marques et tout. Je me filme moins au quotidien parce que, comme je te disais, j'ai plus trop le temps. Donc là, c'est pour ça qu'on aimerait basculer un peu sur la partie quotidien, sur filmer les devis. Le but du jeu sur la chaîne YouTube, c'est pour faire de la pub pour ma boîte et puis de montrer des trucs qu'on voit pas. Et j'avais pas envie de me filmer avec une GoPro ou moi-même avec la caméra. C'est pour ça que je bosse beaucoup avec Martin. Parce que d'une, ça lui donne du boulot. Et puis je trouve que c'est très qualitatif. Et au niveau du montage, on voit une sacrée différence. Je retrouve la patte de LJVS à l'époque qui me faisait rêver, sauf que là c'est pour moi en fait. Donc du coup, c'est pas mal. Voilà, c'est une petite satisfaction personnelle, c'est tout quoi. Je mettrai le lien, je sais pas s'il a un site Martin. Ouais, Onyx Productions. Hein. Ok, je mettrai le lien en dessous de la vidéo. Ouais, tu peux mettre Martin, tu peux mettre Laurent et tout, y a pas de souci. Ouais.
Donc du coup, pour clôturer ce sujet des réseaux, déjà, est-ce que ça te ramène des clients, toi, les réseaux sociaux? Alors là, c'est un peu calme en ce moment, mais ça me rapportait jusqu'à 2 clients par semaine. Par semaine? Ouais. Ok. Des clients... Alors pas des gros, hein, pas des gros chantiers Ouais. spécialement. Par contre, des chantiers qui étaient validés systématiquement. Ouais. C'est-à-dire quand j'ai un client qui m'appelle pour une pose de pompe à chaleur Viessmann, c'est qu'il m'a déjà vu et il connaît mes prix parce que j'ai déjà montré quand je faisais mes devis et il connaît l'enveloppe budgétaire et il veut juste vérifier si je suis pas un con et puis voilà sur le principe. Ok. Et donc du coup, je sais pas, c'est quoi le meilleur conseil là pour quelqu'un qui veut se lancer et parler de sa boîte, de son activité? Je te dirais, c'est de rester soi-même. Pas chercher, tu vois, je suis pas super bien rasé. Il y a d'autres qui te diront qu'il faut être nickel, machin. Chacun trouver son truc. Il faut surtout trouver un truc où ça t'emmerde pas de le faire. Si tu te forces à faire quelque chose, ça marchera pas. Là, moi, tu vois, les 2 dernières années, j'avais pas trop le temps de faire Insta. J'ai pas trop fait Insta. J'ai fait des réels parce que je trouvais que c'était une bonne façon de transmettre. Mais faire ce qui te plaît, quoi. C'est-à-dire que si tu as envie de te filmer au quotidien, là, moi, si je greffais une caméra sur le front de mon dépanneur, je pourrais faire de la story et du réel H24 parce que c'est un métier qui est passionnant et qu'on ne voit pas sur les réseaux. Okay. Et voilà, toujours, c'est une envie de partager. Si tu n'as pas envie de partager, si tu veux faire du réseau pour faire youtubeur professionnel, etc., fais autre chose. Hein. Cherche pas, va faire autre chose, ça marchera pas. Mais donc un plombier, un maçon, un électricien qui se lance là, il doit montrer son quotidien? Pour moi, il faut qu'il montre son quotidien et qu'il montre pas que ce qui va bien, qu'il montre ses emmerdes. Ce qui a fait le développement des grosses chaînes comme LJVS, etc., c'est que quand il y avait de la merde, il le montrait. Okay. Il faisait une fuite chez le client, ça giclait de partout, il le montrait. Moi, ma première vidéo du chauffe-eau, je pose mon chauffe-eau, je prends pas le bon. J'arrive chez mon client pour poser mon chauffe-eau, c'est pas le bon. Pourquoi? Parce que c'était un pote qui m'avait envoyé le chauffe-eau en sous-traitance. Il me dit ah, tu prends un 150 litres, j'arrive là-bas, bim, c'était un 100 litres qu'il fallait ou un truc comme ça. Et du coup, le fait de se planter, ça, les gens, ils aiment bien. Et après, les marques... Faire preuve de vulnérabilité, quoi, aussi. Pas montrer que le... En fait, les gens qui vont sur les réseaux, maintenant, ils veulent faire influenceurs. Ouais. C'est-à-dire qu'ils veulent gagner du pognon avec l'argent que va donner les marques. Alors qu'en fait, c'est l'inverse. C'est fais quelque chose d'intéressant, crée-toi une communauté, et les marques vont venir toutes seules. Ok. Tu vois, et les gamins maintenant quand tu les entends à l'école, tu veux faire quoi? Je veux faire influenceur. Et moi je veux faire comme Inox, comme Michou, comme machin. Inoxtag. Ouais, Inoxtag. Je veux grimper l'Everest moi aussi. Mais non mais moi aussi. mais fais des trucs qui te plaisent, voilà. Et puis on s'en fout. Et puis ce que les gens te diront, au début tu vas te faire pourrir de toute façon sur les réseaux. Donc t'inquiète. Il faut être blindé contre les avis négatifs aussi. Ouais, faut être blindé et puis faut Les haters. Ouais, les haters, t'en tapes. Fais ton taf, fais ton truc et fais-toi plaisir. Okay. Parce que franchement, quand tu te fais plaisir... Moi, je vois les vidéos que j'ai fait avec Eric Le Carreleur, c'est des vidéos où on s'est pris des barres de rire. Franchement, si on filmait... Il a l'air drôle, Eric. Ah, mais Eric, c'est le roi de la connerie. Et puis, c'est des conneries comme nous. Des fois, elles sont en dessous de la ceinture, au-dessus, tu vois, c'est bâtiments. Mais bref, du coup, si on devait montrer toutes les conneries qu'on fait sur les chantiers, en fait, il faudrait qu'on le fasse, mais ça intéresserait beaucoup plus de gens. Parce que dans ton bureau, derrière ton ordinateur, toute la journée, tu fais comme ça, machin, les gars, ils rigolent pas, ils décrochent pas un sourire. Ouais. Nous, on va peut-être s'insulter le matin parce que t'es mal luné, mais il y a toujours des moments où on va rigoler dans la journée, où on va faire les cons, et je trouve que c'est important. Bah merci. Bah de rien, merci à toi d'être venu. Et puis... une dernière question. Ah qu'est-ce qui se passe? Tu te fais accompagner sur ta... Ah, j'avais oublié ça, oui. Je me fais accompagner par quelqu'un qui s'appelle Christophe Valentin, qui est un peu un coach en entreprise. Il fait partie d'un réseau qui s'appelle Rivalis. Bref, on s'en fout, ça c'est de la pub. En gros, par rapport à mon chiffre d'affaires, mon bénéfice devrait être largement supérieur. Donc en fait, je me suis rendu compte que j'avais des problèmes de rentabilité. Okay. Et les problèmes de rentabilité, ça peut être plein de choses. Des prix pas assez hauts, des charges trop importantes, etc. Comme je te disais, j'ai une femme qui a une formation en compta, ma mère aussi, mais le boulot, c'est le boulot et la maison, c'est la maison. J'ai fait le choix de séparer ça, contrairement à beaucoup d'artisans qui bossent avec leur femme. Moi, je sais que ça n'aurait pas pu marcher. Donc, du coup, j'ai fait le choix de prendre quelqu'un en externe qui m'aide à analyser le nombre de devis que je fais, le nombre de devis qui sortent, qui m'a calculé le chiffre d'affaires moyen que je devais faire par mois, pour vérifier mes seuils de rentabilité, etc. Le boulot que normalement doit faire l'expert comptable, mais qui n'ont pas le temps de faire. Ouais. Enfin, clairement, ou alors pas bien.
mais qui n'ont pas le temps de le faire correctement. Et sauf que moi, quand avec une boîte qui commence à grossir comme ça en termes de chiffre d'affaires, d'achat et tout... Tu as dépassé le million, toi? Ah oui, oui, le million. J'ai dépassé le million, mais j'ai fait mon plus mauvais résultat. Non, en fait... Il faut bien différencier... Bah, tu vois, moi, je fais 1,2 million de chiffre d'affaires et j'ai 800 000 euros d'achat, déjà. Ouais. D'accord? Donc déjà, ça veut dire qu'il reste plus que 400 000 pour payer 7 personnes, plus les charges. Ouais. Donc quand tu fais le calcul, tu te rends compte qu'à la fin, quand tu fais tous les trucs... C'est vrai que tu dégages pas de dividendes. Ouais, j'ai fait 20 000 balles cette année. Ok. 20 000 balles. Et ça coûte combien à peu près de se faire accompagner comme ça? Alors, il y a différents... Chacun a son mode de rémunération. Il y en a qui prennent un pourcentage par rapport à ce qu'ils te font gagner. 4% ou 5% de ce qu'ils te font gagner à l'année. Donc ça leur permet d'être motivés à te... Voilà. Moi, j'ai pas pris ce choix-là. Okay. J'ai pris le choix d'avoir un accompagnement fixe. Okay. Donc moi, ça me coûte 900 balles par mois. 900 balles? Ouais. Hors taxe? Hors taxe. Maintenant, je l'ai oublié parce qu'en fait, c'est largement gommé parce que ça me fait gagner. Okay. Je t'explique pourquoi. On va prendre l'exemple concret. Mes devis de clim passaient pas parce que j'étais surchargé de boulot, donc je devais avoir des prix trop chers. Petit à petit, j'ai augmenté mes prix pour augmenter ma marge et mes prix étaient trop chers. Du coup, il m'a dit, bah, tu vois, tes chantiers de Pâques, tu les fais en 3 jours et les 2 derniers jours de la semaine, tu as du mal à les remplir correctement. Donc il m'a dit, fais des devis de clim moins chers qui vont te remplir les 2 derniers jours de la semaine. Et ben, du coup, on a plus rempli la semaine et de l'année dernière où j'étais parti pour avoir, j'ai fait 15 000 balles de bénéf. Là, cette année, si je continue sur une optique comme ça, je devrais faire, 60 000 ou 70 000 en ayant le même chiffre d'affaires. Juste en ayant rationalisé les achats, analysé qu'est-ce que je faisais bien, qu'est-ce que je faisais pas bien. On s'est rendu compte qu'il y a des choses que je ne facturais pas dans mes devis et que du coup, quand tu faisais la somme de ces sommes-là, de ces articles-là, la marge que j'avais n'était pas bonne. Donc du coup, ça, je m'en suis servi avec Interfast, avec le fait d'intégrer mes prix par produit, et du coup de pouvoir dire à la fin quelle est ma marge. Je pourrais aller plus loin en ayant ma marge main-d'œuvre comprise. Ouais. Je m'en fous. Pourquoi? Parce que ma main-d'œuvre comprise, je l'ai sortie et je connais le montant. Et après, je me suis fait des tableaux d'analyse de gestion où j'ai ça. En tout cas, t'en es satisfait? De la façon que je fais avec de te faire accompagner. Ah ben, je l'ai repris pour l'année qui arrive. Ouais. Okay. On va voir à la fin de l'année. Parce que quand tu les écoutes au début de l'année, ils te disent toi, une boîte comme ça, tu devrais faire 150 000 de bénéf. Je dis, écoute, si je fais 150 000 de bénéf, pompez l'up, j'arrête tout, les gars, j'arrête tout, hein, je te le dis, je revends et je fais 2-3 ans, je vends et je me casse. Mais bref, quand tu les écoutes au début, c'est ça. Comme je l'ai expliqué, moi déjà, si j'arrive à 50-60 000 balles de bénéf, ça me permet de pérenniser la boîte, d'augmenter ma trésorerie, de pouvoir faire des investissements, de grossir de façon saine et non pas en étant toujours au râler pâquerette. Donc oui, je l'ai repris parce que je pense que cette année, il n'est pas loin de la vérité. Alors, c'est pas lui qui va te faire rentrer du boulot tous les mois. Par contre, il prend des indicateurs bêtes, le nombre de devis que tu as fait et le nombre de devis que tu as validés. Et on regarde, et il regarde dans tous les mois, est-ce que tu as fait la même chose que le mois d'avant. Okay. Et du coup, il te dit, tiens, parce que toi, tu te dis, tiens, le téléphone sonne moins. Mais quand tu vas regarder le nombre de devis, tu en fais toujours autant. C'est juste une impression des fois. Et des fois, dans l'autre sens, ça va te dire, tiens, ce mois-ci, j'ai fait 30% de devis en moins. Il va falloir qu'on fasse peut-être une opération de com ou un truc comme ça. Là, par exemple, tu vois, j'avais pas trop de boulot. On a mis en place la foire de Grenoble. Je vais faire la foire du 1er au 11 novembre. Et ben, c'est 11 jours de présence sur foire. Le coût de mon stand, il est de 9 000 balles. Comment est-ce que tu amortis ces 9 000 balles ? Et alors ? Eh ben, tu vas voir des marques, tu leur dis est-ce que vous êtes d'accord pour payer une partie du stand, etc. Et le but du jeu, c'est qu'à la fin, en gros, les marques te payent ton stand et que toi, ta main-d'œuvre que tu perds les 11 jours que tu y sois, c'est ce qui te fait rentrer ton chiffre d'affaires. Okay. Donc il faut que tu trouves des chantiers quoi, sur ce... Bah, en moyenne, l'année dernière, j'ai rentré 4 mois de chantier. 4 mois ? La foire l'année dernière. Ah ouais. J'ai rentré 12 pompes à chaleur. Ok. Donc, et l'année dernière, j'avais 18 mètres carrés, cette année, j'en ai 54. Et les marques, elles te posent une petite pompe à chaleur fictive ? Alors, fictive ou pas ? Là, moi, par exemple, avec Viessmann, j'ai une pompe à chaleur, 2 panneaux photovoltaïques, tout ça sur le stand, avec Weishop autre chose, avec la clim autre chose, avec Réo, le plancher chauffant, tu vois. Voilà. Et j'essaye d'intégrer sur la foire des marques avec qui j'ai des partenariats à l'année. Les marques qui te font confiance toute l'année. Moi, je suis un très gros client chez Viessmann. Donc, eux, ils me font confiance pour la foire. Moi, je présente leurs produits. Réo, je suis un gros client chez Réo aussi. Ils participent aussi, etc. Et enfin, honnêtement, quand t'en arrives là, t'arrives à avoir des coûts sur un 8-9 000 euros. Si j'arrive à avoir que 3 000 euros de ma poche, c'est gagnant. Hein. La foire, tu peux pas perdre de l'argent.
2 dernières questions. Comment est-ce qu'on te contacte ? On me contacte sur mon site internet ou sur mon téléphone 06 13 35 63 70 ou sur contact@sas-tpf.fr. Ok. Et est-ce que tu as un conseil pour quelqu'un qui a peur de se lancer, de lancer sa boîte ? Je dirais de s'entourer. Je dirais c'est un truc qu'on néglige un peu, on y va bille en tête quand on se met à son compte, mais s'entourer. De qui ? De collègues, d'artisans Pas hésiter à avoir d'autres artisans, Okay. parce que quand tu auras un coup de moins bien, tu seras content de savoir qu'il a les mêmes emmerdes que toi et ça te remontera un petit peu le moral. Ouais, parce que l'artisan fait toujours que se plaindre, hein, tu vois, c'est pas un mythe. Mais s'entourer et ne pas hésiter, en fait, quand tu as confiance dans ce que tu fais, vas-y. Les gens, de toute façon, ils y croiront jamais. Moi, quand j'ai dit à mon comptable que je voulais acheter 2 camions à 100 000 balles et faire des équipements à l'intérieur, ou quand j'ai voulu aller sur Bilic, tout le monde m'a dit que c'était une connerie. Mais il faut peser le pour et le contre. Mais honnêtement, c'est toi qui fais le taf tous les jours. Et un comptable, il fait que regarder des chiffres. Et si tu l'écoutes, il veut jamais rien faire. Voilà, si tu te fies à ton comptable, tu n'investiras jamais, tu feras jamais rien. Pour de vrai, hein, il regarde juste des chiffres, un résultat. Même un banquier, j'ai plus d'estime pour l'esprit entrepreneurial d'un banquier que d'un comptable, c'est pour te dire. Hein. J'ai une femme comptable, une mère comptable, merde. Je vais mettre des ads sur cette TikTok. Non, mais voilà, franchement, allez-y les gars. Faut juste être conscient que ça va vous bouffer du temps. Ok. Si t'as pas envie de bosser, fais autre chose. Merci Romain. Bah de rien, merci Adi.